12 février 1983. Un vent humide venu du nord souffle sur la ville de Bhind, dans le Madhya Pradesh. Une foule de 10 000 âmes, réunies dans la grande cour d'une école du centre-ville, s'agite et bruisse en une rumeur nerveuse. Les gens sont venus de partout pour assister à l'événement. Des campagnes, des villages isolés, des grandes villes ou des régions lointaines de l'Inde. L'ambiance est électrique. 300 journalistes sont aussi présents, caméra au point, venus capturer l'instant unique où la reine des bandits s'apprête à se rendre à la police. Poolan Devi s'avance parmi la foule. Elle n'est pas venue seule. Tous les bandits de son gang l'accompagnent. À sa droite, son époux et premier lieutenant Mansingh affiche un visage d'une grave solennité. Poolan aussi a drapé son regard d'un masque indéchiffrable. Ses yeux balaient les milliers d'Indiens assemblés autour d'elle. Elle a revêtu un uniforme de la police sur lequel flotte un long châle gris. Son front est serti d'un bandeau rouge couleur du feu qui l'anime. Elle porte un pistolet à la ceinture, une cartouchière en bandoulière et son traditionnel fusil rafale à la main. Si elle doit se rendre, elle veut le faire comme une guerrière, digne et puissante. Arjun Singh, le ministre d'État en charge du Madhya Pradesh, est venu spécialement pour l'occasion. Assis sur une estrade aux côtés de son superintendant, Chaturvedi, il observe l'arrivée de la reine des bandits avec une satisfaction grisante. Enfin, cette sorcière va déposer les armes. Celle qu'aucune police n'est parvenue à capturer s'apprête à s'incliner devant lui. Les cris scandés par la foule l'irritent tout de même un peu. Ces misérables hurlent des slogans favorables à Poolan Devi. Ils en gâcheraient presque son plaisir. Encerclée par un cordon de policiers, Poolan et sa bande s'approchent du ministre d'État. La jeune femme est sur le point de s'agenouiller face aux autorités, comme prévu dans l'accord de reddition. Mais Poolan est une femme imprévisible. Au dernier moment, tandis qu'elle se tient à quelques pas du ministre d'État, elle fait un geste de la main à l'un de ses bandits. Ce dernier brandit aussitôt 2 grands portraits sous papier glacé qu'il dissimulait dans son dos. Le premier représente le Mahatma Gandhi, le second la déesse Durga, incarnation de la guerre à laquelle les paysans associent tous Poolan Devi. Le ministre Arjun Singh observe la scène avec un mélange de crainte et d'incompréhension. Sous ses yeux, Poolan se détourne des policiers et fait face aux 2 portraits. Elle s'incline humblement sous les visages du Mahatma et de la déesse Durga, puis elle soulève son fusil et le dépose au pied des portraits. Arjun Singh comprend. Ce n'est pas à lui que Poolan Devi est venue se rendre. Elle rend les armes face à ceux qu'elle respecte vraiment. La diablesse. Même dans la reddition, elle cherche encore à défier le pouvoir en montrant son inébranlable insoumission. Poolan lève les yeux vers le ciel. Un hélicoptère de la police tournoie dans les airs, décrivant de grands cercles au-dessus de la ville de Bhind. Cette fois, la traque est finie. Poolan Devi a troqué sa liberté contre la sécurité de ceux qu'elle aime. Elle ne regrette rien. Prison de Gwalior, février 1983. Poolan Devi et l'ensemble de ses bandits sont placés en cellules séparées. Les autorités craignent que l'ancienne reine des bandits se fasse assassiner. En effet, les Thakur n'ont pas oublié le terrible massacre de Bhimai, 2 ans plus tôt, au cours duquel Poolan et sa bande ont torturé et tué 22 des leurs. Ils pourraient chercher la vengeance. Et même en prison, nul n'est à l'abri. Aussi prend-on la décision de placer Poolan Devi sous haute surveillance. Des officiers armés assurant sa protection dans la prison, de jour comme de nuit. Au total, Poolan est accusée de 47 crimes par l'État indien. Meurtre, vol, kidnapping, séquestration, pillage. Mais la jeune femme n'y accorde aucune importance.
Elle refuse de se présenter devant la Cour suprême et décline toute coopération avec la justice. C'est du jamais vu. Devant sa détermination absolue, toutes les affaires la concernant vont rester en suspens durant de nombreuses années. Phoolan Devi ne participe finalement à aucun jugement. La vie dans les prisons indiennes est catastrophique. Surpeuplée, déshumanisante, rongée par la violence et la corruption, les geôles de Gwalior ne font pas exception à la règle. Toutefois, l'administrateur de la prison n'ose pas maltraiter Phoolan Devi. Après tout, cette femme est une célébrité. Des personnalités importantes lui rendent visite chaque jour. Journalistes, hommes d'État, écrivains. L'administrateur n'a pas le choix. Il consent à lui offrir certains privilèges. Phoolan est autorisée à voir sa famille chaque matin. On lui sert au petit déjeuner des œufs et du beurre. On s'assure qu'elle ne manque de rien. Dès son arrivée, Phoolan est écœurée par le mauvais traitement réservé aux autres prisonnières. Il n'est pas rare que l'administrateur laisse mourir des détenus, par négligence ou par calcul. Des jours entiers peuvent s'écouler avant qu'on daigne s'occuper du corps d'une prisonnière morte de froid, de faim ou rouée de coups. Durant sa première année en cellule, Phoolan se bat pour améliorer les conditions de vie dans la prison. Elle fait 2 grèves de la faim en signe de protestation, frôlant la mort la seconde fois. L'administrateur enrage contre cette femme indisciplinée. À peine arrivée, elle remet déjà en question sa gestion de la prison. Mais il ne peut rien y faire. La notoriété de Phoolan Devi la protège. Un film à gros budget vient de paraître sur sa vie. Des visiteurs toujours plus nombreux se pressent pour la rencontrer. Sa renommée devient internationale. Désormais, ce sont des journalistes du monde entier qui viennent interviewer Phoolan. Celle-ci ne comprend pas ce qui les intéresse tant. Son histoire n'a rien d'extraordinaire. Les violences qu'elle a subies sont le lot quotidien de beaucoup d'Indiennes. Mais on lui rétorque au contraire que sa vie porte un message politique extrêmement fort. Politique. Ce mot, Phoolan ne parvient pas à le saisir totalement. Qu'est-ce que la politique, sinon une affaire de puissants et de corrompus ? Elle n'a jamais pensé à la politique. Elle s'est simplement contentée d'agir quand il le fallait. Chaque succès ne dure qu'un temps. La notoriété de Phoolan s'accroît puis s'essouffle peu à peu, comme une mode dont on se serait lassé. Les mois passent, de moins en moins d'articles lui sont consacrés. Le nombre de visiteurs décline, tout comme la curiosité qu'on lui porte. Le ministre d'État du Madhya Pradesh, qui avait négocié les promesses avec Phoolan, est bientôt remplacé à sa fonction. Et le 31 octobre 1984, Indira Gandhi est assassinée, emportant avec elle l'accord de reddition qu'elle avait autrefois conclu avec les bandits. Phoolan sent le vent tourner. Autour d'elle, les gardiens ricanent en lui murmurant que les vacances sont terminées. Ils disent vrai. Tandis qu'elle sombre dans l'oubli général, ses privilèges lui sont lentement retirés. Les gardiens s'autorisent à la battre à coups de bâton. On lui interdit toute visite. Et l'administrateur de la prison décide de la placer dans l'aile du bâtiment réservé aux femmes démentes. Phoolan en devine l'objectif. L'administrateur veut se venger d'elle en la brisant mentalement. Dès ce jour, l'ancienne reine des bandits va vivre l'enfer au milieu des lamentations torturées de prisonnières atteintes de psychose et de schizophrénie. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite. Début des années 90. Diminuée par les traitements dégradants qu'elle reçoit chaque jour, Phoolan Devi est transportée d'urgence à la prison de Tihar pour y recevoir des soins. C'est là qu'elle passera les prochaines années de sa vie. Elle y rencontrera notamment Kiran Bedi, administratrice en charge du pénitencier. Kiran est une femme, la première en Inde à avoir rejoint la fonction publique policière. Et cette dernière va prendre soin de Phoolan Devi. Réticente au début, la prisonnière apprend peu à peu à faire confiance à la chef du pénitencier. Phoolan intègre un programme pour apprendre à lire et à écrire.
Elle s'intéresse à la politique, aux lois et au droit. Lentement, celle que Kiran Bedi décrira plus tard comme une leader naturelle dégageant une sauvagerie brute et une colère intense, s'adoucit et devient plus sociable, moins farouche. 1994. Cela fait 11 ans que Poulan Devi est en prison. L'accord conclu à sa reddition prévoyait une libération au bout de 8 années. Cette promesse n'a pas été tenue. Les autres bandits sont tous déjà libres depuis longtemps. Seul Poulan reste enfermé. Mais un concours de circonstances va changer la donne. Mulayim Singh, du Parti socialiste indien, s'intéresse à Poulan. Cet homme est un habile politicien. Il sait que la reine des bandits pourrait lui servir à attirer les votes des classes populaires, à condition de l'utiliser intelligemment. Usant de tout son poids politique, Mulayim fait pression sur les autorités et parvient, contre toute attente, à obtenir la libération de Poulan auprès du gouverneur de l'Uttar Pradesh. 21 février 1994. 11 ans, presque jour pour jour après son arrestation, Poulan Devi sort de prison. La nouvelle fait la une des journaux. De nouveau, la presse s'intéresse à celle que l'on avait presque oubliée. La femme ayant fait trembler le pouvoir central, la police et l'antique système des castes. Les 47 crimes retenus contre elle sont annulés par la Cour suprême. Néanmoins, la police décide de garder un œil sur Poulan. Imprévisible et rebelle, elle pourrait encore menacer l'ordre en place. À sa libération, Poulan est assigné à résidence. On la place en liberté provisoire sous le contrôle permanent de policiers armés de Kalachnikov. Officiellement, ces derniers sont là pour la protéger. On explique à Poulan que les Thakur pourraient essayer de la tuer pour venger le massacre de Bemaï. Mais elle n'est pas dupe. Elle sait qu'on la surveille de près parce qu'on la craint jusque dans les hautes sphères. La police consigne tous les faits et gestes de Poulan Devi. On note qu'à peine sortie de prison, Poulan fonde une association d'aide aux jeunes démunis visant à leur garantir un accès à l'éducation. On rapporte aussi que Mulayim Singh du Parti socialiste lui rend souvent visite afin de la convaincre de s'engager en politique. Et ce dernier y parvient. En 1996, Poulan Devi adhère au parti et lance sa campagne. Objectif : devenir députée dans la circonscription du Mirzapur. La politique est un jeu obscur. Poulan n'aime pas les tactiques malsaines de tous ces politiciens qui tentent d'utiliser son image à leur avantage. Elle sait ce qu'on essaie de lui faire. Mais la cause qu'elle défend vaut bien quelques sacrifices. Son programme est simple. Promouvoir les droits des femmes et des pauvres. Assurer les mêmes droits pour tous. Durant sa campagne, elle exhorte les foules à n'écouter aucune promesse, y compris les siennes, et à rester toujours vigilants en se focalisant sur les intérêts du peuple. Poulan Devi remporte les élections. Elle entre au Parlement indien comme députée, l'année où paraît dans le monde entier son autobiographie intitulée « Moi, Poulan Devi, reine des bandits ». Elle n'a alors que 33 ans. Durant les 2 mandats qu'elle va effectuer, Poulan Devi n'oublie pas sa rage et combat en faveur des plus vulnérables. Au Parlement, elle fait voter des lois pour accélérer la construction d'écoles, de ponts et de routes dans les villages les plus reculés. Dans sa circonscription, elle fait progresser les droits des femmes et l'accès des enfants à l'éducation. Mais au sein même de son parti, on commence à la haïr. Cette femme est trop populaire auprès des électeurs. Elle fait de l'ombre aux dirigeants du Parti socialiste. Le gouvernement central la déteste aussi. Cette agitatrice qui déchaîne les masses est en train d'accumuler une influence démesurée. Qui sait ce qu'il adviendrait si elle décidait d'exhorter les pauvres à la révolte ? De plus, la pression exercée par la communauté des Thakur ne cesse de s'accroître. Ces derniers sont ulcérés que cette criminelle puisse devenir une femme de pouvoir. De tous bords, les menaces pèsent sur la vie de Poulan Devi. Le 25 juillet 2001, tandis que Poulan rentre d'une session au Parlement, 3 hommes masqués surgissent dans la rue face à son domicile. En sortant de sa voiture, Poulan perçoit leur bruit de pas et se fige aussitôt. L'un des hommes lève un revolver et fait feu sur son garde du corps, qui s'écroule sous l'impact. Étrangement, Poulan a le sentiment d'avoir déjà vécu cette scène. Les massacres et les tueries ont pavé sa vie depuis tant d'années. Elle observe ses assaillants avec un certain détachement.
La peur est un sentiment qu'elle ne connaît plus. Au contraire, face aux 3 hommes masqués, l'ancienne reine des bandits lève le menton avec défi et s'avance vers eux d'un pas décidé. Les assaillants ouvrent le feu. Phoolan Devi est abattu de 3 balles dans la tête. Le groupe de tueurs s'enfuit à bord d'une voiture, dérobe un rickshaw puis disparaît dans les ruelles de New Delhi. Phoolan Devi est transporté d'urgence au Ras Manochar Hospital, où les médecins déclarent son décès en début d'après-midi. Un suspect du nom de Sher Singh Rana est interpellé par la police 2 jours plus tard. Il avoue être l'un des tueurs. Au policier qui l'interroge, le jeune homme explique qu'il a agi pour laver l'honneur des Thakur après le massacre de Bhimai. Il était intolérable de laisser en vie la coupable, s'agissant d'une femme et d'une membre de caste inférieure. À présent, explique-t-il, justice a été rendue, et l'ordre sacré des traditions n'est plus menacé. L'assassin de Phoolan Devi est condamné à la prison à perpétuité. Les autres tueurs ne seront jamais identifiés par la police. Quelques jours plus tard, le président de l'Inde, Khoshril Raman Narayanan, lui-même un intouchable issu de classe pauvre du pays, déclare à la radio « La vie de Phoolan Devi était une histoire de rébellion et de défi, réussie devant l'oppression et l'exploitation. » Aujourd'hui, la mémoire de Phoolan Devi continue de vibrer dans le cœur de l'Inde. Considérée tour à tour comme une sainte ou une criminelle, incarnation d'une déesse libératrice ou d'une femme impure, son nom inspire encore à notre époque un frisson glacé chez ceux qu'elle désignait comme les puissants et les violents. Dans son autobiographie, Phoolan écrit « Moi seul, c'est les tortures que j'ai subies. Moi seul, c'est comment on peut être à la fois morte et vivante. » À l'âge où les jeunes femmes attendent patiemment que leur époux rentre à la maison, sagement accroupi devant le foyer, préparant la farine, cuisant les chapatis, moi j'étais une pierre qui marchait dans la jungle, une pierre qui avançait dans la vie, sans ressentir d'émotion ni de remords.